Alors, je suis avec Nicolas Lehoux, qui a toujours quelques bonnes questions à me poser. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Salut André, merci de te prêter au jeu. J'ai très apprécié de partager avec toi un moment comme ça et avec tous les gens qui sont Mais ici. oui, Alors, commençons tout de suite. Je vais nourrir un peu de ce dont tu as parlé dans la dernière entrevue. Dans la dernière entrevue, tu disais ne pas te sentir concerné par les événements, être indifférent à ce qui se produit dans le monde. Et pourtant, tu es l'homme qui est le plus à jour dans l'actualité que je connais. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu es vraiment présent. Donc, comment tu fais pour avoir une compréhension aussi profonde du mondain tout en demeurant indifférent? ben voilà, je vous parle tout simplement euh, ce qui caractérise ma pensée, c'est le calme profond et la confiance absolue. Je pense encore ici à Bhagwan Rajneesh qui disait « Il n'y a pas de destin, il n'y a que la confiance ». Tout jeune, vous le savez, je me suis orienté vers la philosophie. Comme la philosophie est l'expression la plus parfaite de la pensée humaine et qu'en plus, elle permet à l'esprit de se représenter les choses à travers un système de pensée. Hein? Le système est la forme inéluctable que prend tout savoir achevé. Alors, quand on commence à penser ces choses-là, fort jeune, on crée une disposition éthérique qu'on pourrait appeler un habitus. Alors, l'habitude est une attitude psychologique, alors que l'habitus, H-A-B-I-T-U-S, est une attitude métaphysique, très stable. Lorsque vous installez cet habitus-là en vous, d'abord, premièrement, c'est un peu comme si vous vous branchiez sur un système de savoir absolu. Et vous vous trouvez à comprendre toute chose du milieu d'elle-même. Ceux qui, par exemple, cherchent à connaître en s'informant sont très loin de cette attitude qui caractérise l'habitus éthérique, puisque cette forme de structure dynamique est liée à ce que l'on appelait au Moyen Âge la connaturalité. C'est-à-dire que c'est comme si on connaissait toutes choses en devenant ce qu'elles sont. La connaturalité, ça veut dire comme si l'on connaissait les choses à travers leur essence, sans cesser d'être nous-mêmes. Alors, bon. Quand j'écoute un bulletin de nouvelles, étant donné que je possède cette attitude structurée, intégrée dans mon psychisme profond, je le décante aussitôt et je peux savoir si le communicateur qui est devant moi me ment au moment où il prétend m'informer. Je peux savoir s'il a acquis les coordonnées dont il se sert dans une école ou s'il les a vérifiées, expérimentées
par lui-même. Et ça se voit tout de suite. Quand, par exemple, quelqu'un nous dit, croyez-moi, je suis objectif. Mais on s'en soucie peu de l'objectivité, puisqu'elle est amputée de la subjectivité. Comprenez-vous? Ce qu'il nous faut, c'est une forme de pensée supérieure à ce dualisme entre l'objet et le sujet. Et c'est ce que j'appelle la pensée superjective. C'est ce qui fait que rien ne m'étonne. Et même parfois, je trouve ennuyant les bulletins de nouvelles parce qu'ils insistent beaucoup sur les événements apparents et non pas sur les causes profondes. Par exemple, qu'il y ait un gouvernement invisible de l'univers me semble manifeste, sinon ils ne tiendraient pas ensemble. Mais la majorité des gens préfèrent ne pas en parler et ils brandissent aussitôt la théorie du complot. Écoutez, mes chers amis, c'est sûr qu'il y a un complot contre l'homme parce que l'humain sur cette terre est manipulé, on le trompe, on lui ment, on les influence et finalement, on le transforme en de la chair à pâté. Ah, il n'y a rien de très sérieux à la surface de cette terre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appris à sourire, à me moquer un peu des événements, à considérer ce que l'on considère comme étant évident, un peu comme une falsification, hein, au point d'en venir à penser qu'il y a en nous un appareil falsificateur de la réalité. Qui ajuste constamment nos organes de connaissance à une théorie du réel. Est-ce que est-ce que c'est Oui, ça que tu appelles ton immunité ontologique? Est-ce que mon, Ton immunité ontologique. pas Est-ce que tout c'est à ça? fait, pas tout pourrais-tu à nous fait. parler de ça? Tu as parlé de ça dans la dernière Oui, comment tu pratiques l'immunité ah, ontologique? ça, c'est pas la même chose. Voyez-vous, par exemple, dans cette période de pandémie qui semble s'installer progressivement pour durer, euh, l'immunité ontologique, c'est ce qui fait que je ne me sens pas concerné par ce genre d'influence qui est surtout de nature psychique et non pas biologique. Quand quelqu'un a le rhume, on sent seulement qu'il a besoin de se reposer et de s'aliter, de prendre du jus d'orange, la vitamine C ou D. Et c'est la même chose avec le coronavirus. Ici, c'est comme une fatigue du cerveau. On ne devrait pas être malade sur Terre, mais malheureusement, nous subissons les influences de la loi générale. Et la loi générale ne veut pas que nous soyons nous-mêmes. Alors évidemment, toute personne qui veut penser par lui-même, agir par lui-même, se libérer des influences et des interférences, et cette personne-là devient suspecte. Alors, on tend à minimiser ce qu'elle dit, on va utiliser le ridicule pour lui enlever toute crédibilité, et dans certains cas, on va essayer de la rendre malade. Ça n'a pas tellement pris avec moi, puisque malgré une exclusion systématique de toutes les perspectives sociales susceptibles de communiquer ma pensée, j'ai réussi à établir en moi, je pourrais appeler ça une zone de silence, où je me sens particulièrement à l'aise et je ne me fais pas de soucis.
Alors, le meilleur moyen de ne pas être malade, c'est de n'avoir aucun souci. On ne peut pas éviter toutes les maladies, puisque notre corps, notre système nerveux, notre système émotionnel et notre mental dépendent de la loi générale. Mais on peut, par la conscience, qui n'appartient pas à la loi générale, établir en soi une sorte de perméabilité aux